humaine. Voilà. Donc je dois honorer la dignité humaine par mon corps. Et la société peut me le demander. Et vous parliez du corps. Est-ce qu'en 2 minutes, vous pourriez nous dire ce que le corps peut nous apporter sur notre société? Est-ce que juste le fait d'avoir un corps a quelque chose à nous dire? Pendant que mon corps me lâche. Mais réfléchissez à quelques éléments. Non, si je dis d'abord faire preuve d'humanité, ça veut dire quoi pour vous? Quelqu'un qui fait preuve... Ah, il a vraiment fait preuve d'humanité, celui-là. Il n'est pas allé sur la Lune. On dit que c'est un héros. Il n'a pas résolu, je ne sais pas combien, des équations, je ne sais pas combien d'inconnus. On dit que c'est un génie. Quelqu'un qui fait preuve d'humanité, c'est qu'il s'est penché sur un plus fragile pour en prendre soin, pour lui pardonner peut-être, ou pour le relever. Et comment fait-on cela, si ce n'est avec nos corps? Est-ce que vous savez pardonner avec un ordinateur? Est-ce que vous savez exprimer de la tendresse avec un ordinateur? Certains le prétendent. Hein. J'ai été interviewé à propos des robots nounous électroniques pour personnes âgées qui leur disent qu'elles sont belles et qu'ils les aiment, etc. On trompe, on pense déjà au Japon en particulier, tromper des personnes âgées avec des robots qui nous affranchissent de la relation. Mais nous savons bien, nous, que nos corps sont le lieu de notre être, y compris d'ailleurs de nos pensées. Nous habitons nos corps, et nos corps habitent à un endroit. Ils sont, j'ai envie de dire, inviolables, au sens où c'est notre présence irremplaçable. On a une enveloppe corporelle. Bon, et tout ça, ça définit vraiment notre être. Et donc, il y a effectivement nécessité de, j'ai envie de dire, en tant que chrétien, je dis, de rendre gloire par nos corps, fragiles, et peut-être de rendre gloire par nos corps parce qu'ils sont fragiles. Et cette fragilité-là, elle nous rend interdépendants. Moi, vous le savez, ma vie a comme basculé parce que j'ai rencontré, quand j'avais 20 ans, un enfant qui portait une infirmité motrice cérébrale, un handicap physique. J'ai été comme émerveillé par son humanité. Ça m'a vraiment... ça m'a envoyé à la rencontre d'autres enfants pour fonder à bras ouverts. Et je me suis souvent dit, comme Philippe Otto le dit lui-même, à quel point des personnes qui sont marquées par un besoin plus spécifique d'aide manifestent notre besoin à nous d'aide. Nous avons besoin de tendresse, d'amour, nous avons besoin des autres, de considération, comme dit Philippe Pozzo. Et Philippe nous dit aussi approchez-vous de moi, dit-il. Il nous a dit dans une vidéo, moi l'intouchable. Il dit ça parce que comme il est tétraplégique, il a besoin d'aide pour tous les actes quotidiens de sa vie, et c'est concret, hein, vous le savez, quand vous avez été les infirmiers ou les médecins parmi vous, ou bien ceux qui ont été dans des associations savent que c'est très concret d'aider corporellement quelqu'un pour ses besoins naturels, par exemple. Eh bien, il dit approchez-vous de moi, moi l'intouchable, touchez-moi, vous vous réconcilierez avec votre part de vulnérabilité. Le mot humanité, par nos corps et aussi par la fragilité de nos pensées, la fragilité de nos, j'ai envie de dire, notre force d'âme qui est aussi fragile, notre être profond porte le sceau de la vulnérabilité. Et notamment le sceau douloureux mais très précieux de la mortalité. Hannah Arendt, la philosophe, disait que la mortalité était le cachet de l'humanité. Moi, si je vous parle en tant que mortel, et certains de l'Alliance Vita ici même vont bientôt dans nos rues, dans les rues de La Roche-sur-Yon, interroger les passants en leur demandant « Qu'est-ce que vous aimeriez faire avant de mourir ?» Donc en disant ça, on projette la personne, on se projette comme mortel. Et là, naît en nous, dans le sanctuaire inviolable de nos consciences, le souci du beau, du bien et du vrai, par la mortalité. Rappelez-vous, quand vous assistez à des obsèques de personnes, combien vous auriez peut-être aimé dire davantage votre amour, prendre davantage soin. Et comment vous sortez en général en disant du bien, parce qu'on ne dit pas du mal de quelqu'un qui vient de mourir, on honore son corps. Et bien comme on a envie, on grandit par la conscience de la mortalité, fraternité universelle. Et donc le corps porte ça aussi. Le vieillissement, mon vieillissement, qui a été bien souligné. J'ai ma tombe là, j'ai ma tombe pas loin. J'ai ma tombe en Vendée, superposée, dans mon village. Je passe à côté, je dis, ah oui, je vais y être un jour. Ah, ça me fait grandir ça. C'est douloureux, oui, parce que je voudrais vivre éternellement ici-bas, d'un certain côté, j'aime la vie. Mais c'est très précieux aussi de savoir que je suis mortel et que du coup, le temps est compté. Merci. Bon, comme on a l'habitude de faire maintenant, la petite vidéo. Je vous demande d'accueillir mon partenaire en sciences et dans la vie, le docteur Will Castor. La voie de la construction d'une intelligence artificielle passe par l'élucidation des plus grands secrets de l'univers.
Imaginez une machine capable d'éprouver toute la gamme des émotions humaines. Sa capacité d'analyse sera supérieure à la somme de toutes les intelligences, de tous les individus, de toute l'histoire du monde. Certains chercheurs appellent ça la singularité. Professeur ? Moi, je parle de transcendance. Attentat en série perpétré par un groupe d'extrémistes technophobes connu sous le nom de Rift. Toujours contre des labos d'intelligence artificielle. Ce sont des années de recherche que nous avons perdues. C'est une forme de contamination. La balle devait être irradiée et les effets sont irréversibles. Le corps de Will est en train de mourir, mais son cerveau est un réseau de signaux électriques. On peut sauvegarder sa conscience. On peut le sauver, Max. Pas comme ça. En admettant que ça marche. Si on rate quelque chose, une pensée, un souvenir d'enfance, comment savoir à qui on a affaire? Je suis seul. Evelyn. Oui, c'est pas vrai. Je ne sens rien. Je suis là. Il faut que vous me connectiez, j'ai besoin de plus d'énergie. C'est peut-être intelligent, peut-être même sensé, mais ce n'est pas Will. Éteins-le, on sait pas jusqu'où ça peut aller. C'est lui, Max! Vos amis ont franchi une limite. Ils se rendent pas compte du danger. C'est stupéfiant. Comment le combattre? On ne peut rien. Comme n'importe quelle intelligence, une intelligence artificielle a des exigences. Le vrai Will est mort. Ça va commencer à évoluer. Où est la machine? Jusqu'à influer. Peut-être sur le monde entier. Où vas-tu? Partout. Et pour introduire la deuxième partie, donc on va vous laisser la parole un petit peu plus longtemps et on va vous demander de développer. Tout d'abord, par rapport à cette bande d'annonces, donc on voit qu'il récupère la conscience et l'intelligence de Will. Est-ce que c'est possible d'atteindre ce stade? Est-ce qu'on a déjà essayé d'y réfléchir? Et un petit peu plus largement, est-ce que le transhumanisme en lui-même pose des problématiques? Vous en avez parlé un peu. Vous avez donné quelques critères de discernement. Est-ce que vous pourriez nous en donner un petit peu plus? J'ai pas vu le film. Certains l'ont vu, ce film? Non? Vous l'avez vu? Ça se termine bien? C'est typique d'une ditropie, c'est-à-dire un ouvrage de science-fiction catastrophiste, comme il y en a de géniaux, que je vous conseille vraiment de lire. 1984, d'Orwell, Le meilleur des mondes, d'Huxley, notamment, qui s'accomplissent aujourd'hui partiellement. C'est stupéfiant. Voilà. Alors, j'ai entendu une petite phrase, là, du coup, je vais chercher la citation de David Darimple, qui est mathématicien, spécialiste du contrôle cérébral, qui travaille à, je cite mon bouquin, à modéliser sur ordinateur le cerveau d'un ver. Il entend progressivement passer à l'homme et explicite son rêve d'immortalité. Je cite ce qu'il dit, ce gars, ce mathématicien. Si on pouvait découpler l'individu de son propre corps biologique et faillible, on ne serait plus obligé de considérer la mort qu'aujourd'hui. On pourrait sauvegarder nos consciences sur des disques durs et autres supports numériques et du coup atteindre une longévité infinie. Donc c'est ce type de déclaration qu'a voulu illustrer ce cinéaste. De même que vous avez peut-être vu Bienvenue à Gattaca, qui illustre d'autres formes de réflexion sur la procréation. Alors, ce qui est patent ici, c'est ce qu'on peut appeler le réductionnisme neurologique. C'est l'illusion que nous sommes des cerveaux. C'est un dualisme en fait. C'est l'idée qu'il y a un corps, cette enveloppe corporelle méprisable et fatiguée déjà, et puis qu'il y a par contre un cerveau, des pensées qui sont une conscience qui serait séparable du corps. Quand j'ai été confronté l'an dernier à Laurent Alexandre, vous connaissez peut-être, fondateur de Toxitissimo, un type super intelligent, il vient de sortir un bouquin sur l'intelligence artificielle, il vit en Belgique, et j'ai été confronté dans un débat sur ce genre de sujet, et il m'a dit « Nous créerons l'âme dans le silicium ». Donc derrière ce type de fantasme, il y a l'idée de la génération spontanée de la vie. Il y a eu à plusieurs reprises dans l'humanité des illusions de génération spontanée. Vous connaissez celle du ver de farine? Non, vous ne connaissez pas? Ils ont vu, à un moment donné, un scientifique a pu démontrer que de la farine naissait le ver de farine. Et jusqu'à ce qu'on découvre que l'œuf du ver de farine était comme le grain de farine.
et que le petit coléoptère qui surgit après, eh bien, il vient bien d'un œuf qui a été pondu par un coléoptère. Il y a eu aussi tout un débat jusqu'au milieu du 19e siècle sur la génération spontanée du champignon. On a pu penser que le champignon naissait de son substrat. Et on a découvert on a pu démontrer qu'il y avait des spores de champignons, sexués d'ailleurs, et que dans ce substrat, il y avait des spores qui s'envolaient, qui arrivaient par là, et qui faisaient que le champignon poussait pas tout à fait par hasard. Donc, il y a derrière un certain réductionnisme. L'idée, qui est souvent liée à la technophilie, que nos corps ne sont pas si complexes que ça. D'ailleurs, j'ai discuté de ça avec Alain Grimfeld, qui était président du Comité consultatif national d'éthique, et qui m'a dit ce jour-là, attention, il y a une rupture ontologique qui est en train d'être franchie, ils veulent créer un nouvel être humain, un nouvel homme. Mais il m'a dit, il y a quand même la barrière de complexité. À chaque fois que l'homme a prétendu élucider le mystère de la vie, ou même d'un domaine, souvent, il a découvert une petite fenêtre, la dernière petite pièce du puzzle, et derrière, il y avait la théorie de la relativité d'Einstein, qui a tout rebouleversé. Voilà, la barrière de complexité. Et donc c'est aussi, pour moi, quelque chose qui a trait à un acte de foi sur le mystère de la personne. Suis-je en train uniquement d'exercer devant vous la résultante de réactions biochimiques et chimiques qui me font exprimer ce que j'exprime, parce que y a des hormones, des machins et des trucs, que je suis programmé pour le faire et que je ne suis pas libre? Ou ai-je au fond de moi, dans le sanctuaire de ma personne, une liberté intrinsèque qui est le propre de l'homme, une vraie liberté? Est-ce qu'il y a un sanctuaire inviolable, celui de ma conscience, qui certes, malgré les conditionnements, les ambivalences, les aliénations qui sont les miennes, j'en connais certaines, mais je ne les connais pas toutes, fait jaillir de moi une liberté? Est-ce que ma femme est réductible à ce que je vois d'elle, ou est-ce qu'elle a un mystère que je ne éluciderai jamais? Vous voyez bien que si vous choisissez l'option 1, quid de liberté? À quoi bon vivre? À quoi bon vivre si on est des marionnettes programmées? Par contre, si l'homme est un mystère, alors quelle magnifique puissance de la rencontre, de l'exercice de nos libertés, la vôtre qui s'exerce dans la créativité que vous exprimez en m'écoutant et en rebondissant dans vos pensées, et en laissant rebondir tout ce que je vous envoie, et puis la mienne qui suis libre aussi de dire ce que je dis. Voilà. Donc il y a d'ailleurs dans cette parole une créativité stupéfiante, hein, voilà, dans la parole. Il suffit de dire 4 mots, pratiquement un peu... même pas forcément très savant, je l'ai vérifié il n'y a pas si longtemps, pour découvrir que ça n'avait jamais été dit. C'est le cas de chacune de nos conversations. Donc il y a la souveraineté de l'homme, ou la subordination de l'homme par rapport à la machine. C'est tout l'enjeu. Donc est-ce que ça va arriver? Moi je ne crois pas, personnellement, que le cyborg un jour va venir me demander raison de ma caractéristique de sous-homme, d'homo sapiens trop basique. Mais je crains que nous soyons déjà dans des systèmes où nous sommes robotisés. D'où l'importance de se rencontrer là-dessus. Voilà. Un fonds de pension américain asservi par ordinateur qui choisit d'investir ici ou là au risque d'assumer la désertification industrielle de telle ou telle partie, voilà, c'est déjà avoir confié à des machines le soin de nous déshumaniser. Et donc, Fabrice Adjadj, le philosophe que vous connaissez sans doute, il dit en substance l'homme a pu inventer une réflexion pour ajuster son rapport à la création, à la faune, à la flore, il a domestiqué, il a cultivé, etc. Mais quand est-ce qu'il va être en mesure d'inventer une juste et saine relation avec les machines qu'il a lui-même créées? Et on le voit avec les voitures où nous apprenons à lutter contre la violence routière parce que dans nos habitacles, on se sent parfois invulnérable et on fait des dégâts considérables. Mais maintenant, avec ces machines surpuissantes, il va falloir mettre notre niveau de vertu, de discernement, d'intelligence, justement, à la hauteur de la puissance de ces machines afin de rester libre. Voilà. Et je pense que ça, c'est l'enjeu absolument majeur. C'est vrai que ce qui discrimine très largement le fantasme transhumaniste d'un regard très critique, c'est la distinction que nous pouvons faire entre la raison close et la raison ouverte. Et là, je prends ce que dit Benoît XVI dans La charité dans la vérité. Je vous renvoie à son chapitre très très lumineux, chapitre 6 de ce texte, qui est très intéressant, où il parle des technologies, où il dit, justement, il parle de ce réductionnisme neurologique, il dit que, je le cite, « La question sociale est radicalement devenue anthropologique ». Autrement dit, la plupart des questions posées à nos sociétés aujourd'hui
reviennent à une question de fond. Qui est l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Qui est l'homme? Qui est la femme? Il dit que la menace aujourd'hui, totalitaire, c'est celui de l'absolutisme technologique. C'est-à-dire d'ériger un moyen, la technologie, en fin, en objectif. De ne plus avoir de discernement sur l'application de ces magnifiques découvertes. Et donc de les considérer intrinsèquement comme bonnes. Il y a des gars qui m'ont dit que des étudiants d'HEC qui revenaient de la Silicon Valley pour y importer les derniers petits gadgets technologiques s'appelaient entre eux les évangélisateurs. Et c'est significatif d'une idolâtrie de la technique, qui serait bonne en elle-même. Et vous le sentez bien, et c'est douloureux pour nous. Je reprends ce que disait Harris, quand il dit « on vole chaque jour des millions d'heures aux gens ». Il a quitté Google à cause de ça. Je ne dis pas que Google n'est pas bien, moi j'utilise Google pour mes recherches, etc. Mais je suis quand même un peu gêné quand on me dit « recommandez pour vous ». Recommandez pour moi? Mais de quel droit? Et comment à chaque fois j'essaie d'effacer ces trucs, mais comme je suis pas très malin pour les effacer, voilà, parce que j'aime le jazz ou j'aime à un moment donné les vidéos de pêche à la ligne, on va m'en reproposer. Donc en fait, je vais me laisser téléguider. Et je connais des gens qui se sont mis à consommer, à acheter des trucs sur Internet, qu'ils n'en avaient pas forcément besoin, etc. Et donc nous sommes déjà dans un système où la machine a pris partiellement le dessus, où des intelligences artificielles organisées, finalement, font de nous des consommateurs, partiellement des esclaves. Je pense que dans notre rapport, le smartphone est très utile pour l'observer. Les logiciels égotiques dans lesquels je suis moi-même, Twitter, je suis mes followers, je vois quand j'ai été refollow, etc., retweeté, Facebook, vous avez des amis, mais est-ce que ces amis-là viendront vous serrer, vous tenir la main sur votre lit de mort? Il y a quelque temps, je suis allé voir une de mes tantes très âgée qui a survécu à une opération très grave, elle avait été opérée 2 fois, et je suis allé la voir, elle ne pouvait pas téléphoner. Vous ne pouvez bien sûr pas être sur les réseaux sociaux, à peine lui parler, et elle m'a dit, elle recommençait à boire un petit verre d'eau au bout de 3 semaines, et elle m'a dit, j'étais tellement en colère contre le médecin qui m'a réopéré, que j'ai demandé à l'infirmière, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez poser votre main sur mon ventre? Et l'infirmière a posé la main sur son ventre, elle m'a dit, ça m'a apaisé. Voilà. Nous sommes des corps qui ont besoin de consolation, de tendresse, d'apaisement. Et ultimement, nous sommes cela. Nous ne sommes pas des machines qui ont besoin d'autres machines. Donc la conception de l'homme, comme c'était une machine, c'est une conception qui avilit l'homme, qui le déshumanise, qui le désincarne. C'est une illusion prométhéenne, mais c'est aussi un vrai risque pour nous. Et donc, je ne sais pas si dans la question il y avait une demande de critères de vie personnelle, parce que j'ai un peu réfléchi bien sûr, et je le dis pour moi-même, parce que comme vous le savez, c'est utile d'ailleurs, je vois quand le fonctionnement de mon portable, j'ai des enfants que j'aime, et parfois ça m'est arrivé que la vibration de mon portable me dise bah, tiens, je pourrais plutôt discuter avec mon fils ou ma fille, j'ai préféré regarder mes dernières notifications, les pluies de notifications. Donc il y a une question qu'on peut se poser, est-ce que c'est essentiel, même quand un événement intéressant arrive à l'autre bout du monde, de le suivre en direct, de voir arriver toutes les catastrophes? J'aime bien la formule aussi de Benoît XVI dans Dieu est amour, cette fois, quand il dit le programme du bon samaritain, c'est un cœur qui voit. Un corps, un cœur, des yeux qui voient. Qu'est-ce que mon cœur voit? Là, je suis appelé à consoler, à intervenir là où mon cœur voit. Si je vois tout, je suis foutu. Si je vois tout, si je vois qu'il y a des petites filles qui sont violées de ce côté, qu'il y a ceci qui se passe là, je suis foutu, je ne peux plus rien faire, je ne peux plus assister à une conférence si je voyais tout. Mon cœur voit certaines choses, mes oreilles entendent certaines choses. Et là, je suis envoyé avec mon corps pour consoler la misère du monde, pour faire preuve de miséricorde, le cœur qui se penche sur la misère. Ça, c'est proprement humain. Et le risque de nos systèmes de notification, dans lesquels je suis moi aussi, c'est de suivre de manière frénétique une pluie de choses qui me tombent dessus, par tous les petits logiciels, WhatsApp, etc., vous connaissez tout ça, et de plus vraiment vivre, en fait, de ne plus vivre. Et du coup, un des enjeux majeurs de résistance au fantasme transhumaniste, c'est le fort intérieur. J'ai envie de dire la forteresse, ça s'écrit FOR, mais le fort intérieur. Habiter son fort intérieur. Et d'ailleurs, quelqu'un m'a dit ça l'autre jour, et je trouvais ça très intéressant, habiter quelque part. Nous ne sommes pas hors sol. Le fantasme transhumaniste s'appuie beaucoup aussi sur des hommes atomisés et hors sol. Et nous savons que l'humanité est enracinée. La grande philosophe Simone Weil disait que notre liberté s'exprime, pour l'essentiel, par de multiples enracinements. Géographiques, culturels, biologiques, spirituels, de multiples racines. Et à partir de ces racines, qu'on peut parfois élaguer lorsqu'elles ont
des éléments de pourriture qui peuvent arriver dans nos vies, c'est vrai, ça peut arriver. Voilà, mais ces racines nous permettent d'exercer notre liberté et de marcher. L'homme marche sans racines aussi en marchant. On peut être rempoté en Vendée, rempoté à Lissès ou ailleurs, et à ce moment-là recevoir toutes les racines de ce lieu et progressivement avoir une identité qui s'enrichit d'un lieu. Pareil, quand on se marie, on s'enrichit de la famille, de celle ou de celui avec lequel on va faire sa vie. Et donc, il y a de nouvelles racines qui viennent. Mais c'est très important d'être des personnes qui sont de quelque part. C'est très important, essentiel aujourd'hui. D'autant plus qu'on a l'illusion, avec nos logiciels, de peu importe où on est, on peut toujours communiquer avec tout le monde. Mais le résultat est, au fond, une société où les plus fragiles et les plus faibles trinquent. C'est aussi une autre menace du transhumanisme. C'est la menace d'un élitisme. Du fait qu'un certain nombre de personnes prendraient ce train-là, et en fait, exploitant largement les autres, aussi bien leur matière première que leur existence, et puis une partie du globe serait comme rejetée de ce progrès, mis à l'écart, et traité, certains films de science-fiction d'ailleurs l'ont montré, traité en sous-homme, abandonné. Certains l'ont dit, l'ont écrit, hein, et regardez, non pas pour que ça soit cruel, parce que la technique, on vit dans son temps, et plus encore vous, et j'ai envie de dire, j'ai envie de compter sur votre discernement pour justement ne pas jeter le bébé de la technique avec l'eau du bain. Mais regardez comme il nous est impossible de résister à l'envie d'avoir le smartphone suivant, celui qui est mieux. C'est impossible. Même si vous résistez 2 ou 3 ans, vous finissez par l'avoir. Certains résistent totalement, mais le gars qui va totalement résister, il va être associé, il va être désocialisé, totalement désocialisé. Donc, ayons conscience que déjà, c'est important d'en tenir, parce que je pense à Jean Vanier qui disait parfois, quand on a conscience de notre aliénation, déjà on en est largement libéré. Donc, si j'ai conscience que je n'ai pas le choix, et que je dois parfois opter pour des nouvelles perspectives technologiques que je n'ai pas choisies, parce que de toute façon tout le monde les a, Facebook, etc. Bon, peut-être que je peux aussi m'en affranchir, sans doute, dans l'usage, mais au moins, si j'ai conscience que je n'ai pas vraiment le choix, au moins je ne vais pas me prétendre libre, et ça me libérera un tout petit peu. Et je pense que c'est très important qu'on fasse le point.